Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Huchon, chargé de communication pour l'ACPTS La Nantaise Centre-Est. Dans cette vidéo, nous vous présentons la table ronde qui a eu lieu lors de notre Afterwork Prévention Santé du 12 novembre dernier. Tout au long de l'année, notre CPTS organise des Afterwork mensuels. Ces événements sont l'occasion pour les acteurs de santé et les partenaires locaux de partager des moments conviviaux autour d'un sujet de santé. Si vous voulez en savoir plus sur ces événements et sur la CPTS, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à nous suivre sur notre page LinkedIn et Facebook. Je vous laisse avec la table ronde. Bon visionnage. Et donc on va passer tout de suite à notre table ronde sur... on a choisi de vous parler des déterminants de santé et je vais me taire et je vais laisser la parole à nos intervenants qui seront mieux à même de pouvoir parler de ce sujet. Merci. Donc je suis Pierre Droumaguet, je suis chargé de projet à Promotion Santé Pays de Loire, anciennement IREPS, pour ceux qui ont pu peut-être entendre déjà ce nom. Et donc, comme son nom l'indique, notre association, elle est tournée, elle s'organise autour des grands concepts de promotion de la santé, qui sont eux-mêmes définis par cette approche autour des déterminants de la santé. Je vais essayer de vous présenter très brièvement. L'idée, c'est de vous proposer un cadre un peu conceptuel, et vous allez voir après d'autres acteurs qui vont vous expliquer un peu les diverses activités qui peuvent être mises en place dans ce cadre conceptuel. Donc pour lancer, je voulais juste revenir sur ce qui a amené à définir ces déterminants de santé, c'est l'évolution un peu des définitions de la santé. Donc la première définition que j'ai choisi de vous présenter, c'est celle que vous connaissez sans doute tous déjà, la définition de l'OMS qui a été rédigée au moment de sa création en 1946, qui présente la santé comme un état complet de mental, physique, un état de bien-être mental, physique et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie. Donc c'est un premier point. Deuxième point, une deuxième définition qui viendra un peu plus tard compléter tout ça, c'est de percevoir la santé non plus comme un but à atteindre, mais comme une ressource qu'ont les individus pour faire face à différents événements dans leur vie. Et donc l'idée, c'est qu'il y a l'idée d'un concept positif qui apparaît. Et donc c'est là où le terme d'un peu de promotion de la santé va aussi pouvoir commencer à se définir. Donc l'idée, c'est vraiment d'être là dans l'idée de promouvoir une santé comme une ressource pour faire face aux épreuves du quotidien. Et enfin, il y a une troisième définition qui est venue un peu plus tard, qui a été proposée par la charte de Bangkok, qui insiste encore une fois sur cette idée de concept positif et qui vient ajouter une petite notion autour de l'idée que cette approche positive et tous ces comportements que vont pouvoir mettre en place les personnes vont déterminer une qualité de vie qui sera finalement au service de la santé des individus. Ça va ? Pas encore trop pénible. Et donc l'idée, c'était de vous présenter ce schéma qui résume assez bien en fait ces grandes familles de déterminants qu'on peut regrouper en 5 grandes familles de déterminants. Donc vous voyez cet arc-en-ciel au centre, tout en bas, vous avez une dimension plutôt biologique autour de l'individu, des caractéristiques sur lesquelles l'individu a assez peu de prise, à part les traitements et la chirurgie. Derrière, on va avoir un premier niveau d'action possible, ça va être de travailler autour des comportements de santé qu'adoptent les individus. Donc les individus vont faire des choix plus ou moins rationnels en matière de santé pour se sentir bien. Ces individus ils vont évoluer dans différents environnements sociaux avec des groupes de population. Ils vont aller avoir des activités physiques le week-end dans un club sportif. Ils vont peut-être avoir des activités culturelles. Ils vont peut-être avoir dans le cadre du travail ou à l'école, etc., partager des choses avec des groupes sociaux qui vont influer un peu sur leur manière de prendre soin de leur santé. Un peu encore au-dessus, il y a tout ce qui touche aux environnements autour de l'individu, ses conditions d'accès à l'eau courante, au travail, à une alimentation de plus ou moins bonne qualité, etc. Tout ça va impacter, encore une fois, l'état de santé des individus. Et le dernier niveau, c'est le contexte socio-économique, culturel global, qui impacte aussi la santé des individus. Donc je ne vais pas vous donner d'exemple tout de suite, puisque je vais laisser mes collègues le faire juste après. Mais l'idée, c'était de vous dire que ce qui impacte le plus la santé des individus, finalement, c'est ceux sur lesquels ils ont moins de prise. C'est ce contexte socio-économique, culturel, global. Et donc tout ça, ça veut dire quelque chose, c'est que l'individu, ses comportements, s'il n'y a pas tous les autres échelons au-dessus qui sont favorables, en tout cas, à pouvoir adopter des comportements bénéfiques pour sa santé, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc l'idée de la promotion de la santé, c'est de chercher à œuvrer sur une stratégie à mettre en place des stratégies qui permettent d'impacter ces 5 dimensions autour de l'individu. Et donc vous voyez à côté ce tableau
qui redit un petit peu ce qui est présent sur ce schéma, mais qui propose en gros 5 axes d'intervention possibles en promotion de la santé pour promouvoir la santé, renforcer une santé des individus, et encore une fois avec cette idée de les rendre acteurs de leur propre santé. Il y a une autre notion, je ne m'étendrai pas, mais voilà, vous avez déjà entendu ce terme d'empowerment ou d'empouvoirment en français, l'idée de donner le pouvoir aux individus d'agir pour leur santé. Et donc, ce qui guide un peu les actions de promotion de la santé, c'est à la fois d'essayer d'œuvrer sur ces 5 dimensions et en même temps de donner le pouvoir aux personnes d'agir pour leur propre santé. Ça va ? C'est à peu près clair ? Ouais. Merci. Du coup, je crois que peut-être pour illustrer un peu ces grandes stratégies de santé, c'est pas un cadeau, j'ai donné la parole à mes collègues. Voilà. Je crois que c'était moi, dans l'ordre, c'était moi qui commençais. Pour illustrer un peu ces concepts-là qui peut-être peuvent vous paraître un peu théoriques, on voulait vous proposer, donc suivant nos 2 thématiques, donc moi c'est plutôt tout ce qui va toucher aux addictions. Donc Samantha Vallée, je suis médecin de santé publique et je travaille dans une structure qui s'appelle la SRAE Addictologie des Pays de la Loire. SRAE, c'est pour Structure Régionale d'Appui et d'Expertise, c'est un peu barbare comme nom, mais on est une structure d'appui aux professionnels sur la région. Et on travaille avec différents acteurs de l'addictologie, notamment ceux qui sont dans la salle, vous pourrez les rencontrer, les APSIAD d'Addiction France. Et donc, on voulait voir comment on pouvait illustrer de manière un peu concrète des axes d'action sur ces différents déterminants. Alors, je crois que sur la diapo d'après, on avait choisi de développer trois pistes d'action qui pouvaient être menées, mais sachant que en fait, tout ça, c'est un peu transversal, vous allez le voir par la suite. Mais par exemple, si on est plutôt sur l'élaboration d'une politique saine, on peut mener des axes de prévention. Alors ça va être un petit peu plus difficile à imaginer en tant que professionnel de santé parce que ça paraît très macro. Donc là, ça peut être par exemple de prendre conscience déjà de la place des lobbying au niveau de la dictologie, des lobbying alcooliers ou des lobbying du tabac, sur peut-être la transparence qu'il peut y avoir sur tout ce qui est marketing. Donc déjà d'avoir cette prise de conscience qui peut être discutée avec des usagers, ça peut permettre déjà de voir ce qui se passe au niveau des environnements, la place sociétale par exemple des consommations, de l'alcool en France ou de certains comportements. Ça peut aider aussi à comprendre certains comportements de santé. Et puis après, au niveau de l'élaboration très macro d'une politique publique saine, ça va être aussi tout ce qui touche aux politiques des drogues. Donc on peut être soit dans une vision assez répressive ou dans une vision plutôt de réduction des risques. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la santé des consommations. Et après, il va y avoir tout ce qui va être de politique de l'offre de soins pour lequel vous allez être directement impacté. Et on peut avoir aussi une politique publique saine, donc avoir une action en prévention, même vous, à l'échelle des professionnels de santé. Et là, on va plutôt être une politique très locale. Ça va être tout ce que vous allez mettre en place, par exemple, au niveau de la CPTS. Donc, est-ce que vous avez un projet de prévention ? C'est ce que j'imagine vous allez mettre en place travailler sur les parcours en addictologie. Ça peut être systématiser le repérage dans vos prises en charge. Ça peut être, par exemple, d'avoir une politique où vous allez plutôt favoriser le savoir expérientiel et la place des usagers dans les soins. Donc ça, on va être plutôt dans une politique un peu plus, micro et à votre échelle. Après, dans tout ce qui est prévention, on peut aussi... tout ce qui est agir sur les déterminants de santé, ça va être la création de milieux favorables. Et là, on peut aussi avoir plusieurs échelles. Donc au niveau des addictions, ça va être aussi, par exemple, de créer un environnement accueillant, bienveillant pour la personne et qu'elle se sente en confiance pour parler de ses consommations. Donc là, ça va être tout un travail autour de la posture des soignants. On peut parler, par exemple, d'entretien motivationnel, avoir une posture non stigmatisante parce qu'on a une grosse place de une forte stigmatisation des personnes qui souffrent d'addiction et ce qui peut avoir aussi un impact sur leur accès aux soins. Tout ce qui va jouer au niveau de la posture, ça va participer à créer des milieux favorables au niveau des addictions. On peut aussi travailler tout ce qui va être la politique de réduction des risques. Et là, c'est pareil, c'est une vraie politique de prévention qui peut être travaillée au niveau de la CPTS. Donc, est-ce qu'on a connaissance des lieux de distribution de matériel propre, par exemple, de ce qui existe en réduction des risques alcool, de tout ce qui va être de diffusion de la naloxone, donc c'est l'antidote aux opioïdes, donc en prévention, par exemple, d'une crise des opioïdes qui pourrait arriver.
Et après, tout ce qui va être au niveau des environnements, plutôt, je dirais, du travail ou familial. Donc, en prévention des rechutes, notamment, on peut travailler avec l'entourage, on peut travailler avec la santé, faire des liens avec la santé scolaire, avec la santé au travail, parce que favoriser l'insertion dans l'emploi, c'est une prévention des rechutes, par exemple, au niveau des addictions. Tout ça, c'est des exemples pour un peu, parce que souvent, quand vous allez réfléchir prévention, c'est souvent prévention primaire avec des actions au niveau des écoles, ce qui est super aussi d'avoir de la prévention chez les jeunes au niveau de l'école, mais c'est complémentaire à tout un tas d'autres axes de prévention qui peut être mis en place. Et ensuite, dans un dernier axe, qui est un axe assez important, et parfois vous connaissez un peu plus, c'est développer les aptitudes personnelles. Donc là, on est vraiment au plus près des personnes pour agir sur leur comportement de tous les jours. Et donc là aussi, vous pouvez aussi participer à des actions de prévention primaire qui vont être... là, on est vraiment dans des écoles et il y a des acteurs qui font des formations... qui sont là aussi dans la salle, qui font des formations sur comment, par exemple, améliorer les compétences psychosociales des jeunes, mais en sachant que ces actions-là, elles doivent être complémentaires avec les autres axes. On doit agir sur d'autres déterminants en parallèle pour que ce soit efficace. Et pour le développement des aptitudes individuelles, on peut aussi, par exemple, en tant que professionnel de santé, faire ça va être plutôt de la prévention secondaire ou tertiaire, mais quand on a une maladie chronique, comme par exemple le trouble addictif, ça peut être de développer un programme d'ETP, par exemple, sur les addictions. Ça peut être vraiment d'encourager la place des usagers et le savoir expérientiel. Et là, on va travailler sur tout ce qui est pairs aidance et partenariat patient. Et là, ça peut vraiment avoir une place importante dans le rétablissement des personnes. Et puis après, toutes les postures de valorisation au quotidien en tant que professionnel de santé, ça va améliorer la confiance en soi, l'estime de soi du patient, et forcément, ça va agir sur ses aptitudes individuelles. Donc ça, c'était quelques échantillons d'exemples qui peuvent être menés dans le champ des addictions. Et juste pour vous attirer sur notre stand et puis sur les stands des partenaires, on a développé, alors nous au niveau de la SRAE, on a développé pas mal d'outils pour vous aider sur le repérage par exemple, sur travailler sur les parcours, sur l'orientation des patients, sur le RPIB, mais ça peut aussi être travaillé avec nos collègues d'Addiction France et des APSIAD. RPIB, pardon, c'est repérage précoce et intervention brève. C'est une méthodologie qui est validée pour repérer de façon un peu systématique les addictions chez les personnes. Merci Pierre, c'est le langage addicto. Et puis on travaille aussi beaucoup à la SRAE sur le partenariat patient et avec les associations d'entraide. Donc ça peut aussi être des outils sur lesquels on peut discuter après. Voilà. Mais je passe la parole à Charles. Donc moi je suis Charles Guignon, je travaille à la SRAE Nutrition. Entendez nutrition au sens santé publique, alimentation et activité physique. Et je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma collègue, mais nous à la SRAE Nutrition, donc on est financé par 3 ministères, Santé, ARS, Sport, Drages, ADEME, Transition écologique. Et on a pour mission principale d'accompagner les professionnels de santé, mais pas que, ceux du monde sportif et aussi des collectivités, on va dire, comprendre ce qu'est une alimentation durable, comprendre comment on peut bouger dans notre société en 2024 et surtout accompagner les professionnels de santé sur le discours à avoir avec les patients. Et ce qui nous importe vraiment sur ces deux thématiques, à la fois alimentation et activité physique, déjà en tant que professionnel de santé, c'est d'être certain que vous avez les bons outils et que tout n'est pas à créer. Il y a beaucoup de choses qui existent pour faire de la prévention, pour promouvoir un comportement, et que généralement il faut essayer de se mettre d'accord sur l'outil à utiliser, sur le projet à réaliser, mais tout n'est pas à réinventer, même si vous voulez parfois mettre votre petite patte sur certains projets. Et c'est de se dire que concernant l'activité physique, pour commencer, vous aurez très peu la main. C'est dommage, mais comme on l'a dit, d'un point de vue macro, nos environnements de vie sont soit favorables ou défavorables à la pratique d'une activité physique régulière. Et vos patients, quand ils sortent
de vos séances, de vos consultations, eh bien, il y a 1000 raisons parfois de ne pas pratiquer une activité physique régulière ou de ne pas adopter un mode de vie physiquement actif. Donc c'est déjà aussi de se dire que beaucoup de choses sont déjà jouées et qu'il faut se servir parfois de la puissance de la CPTS pour se dire finalement c'est peut-être un moyen d'influer sur les politiques publiques de la ville, sur des politiques locales où justement votre rôle de soignante sera peut-être davantage entendu, mais en tout cas, vous ne pourrez pas à vous seul prétendre augmenter ou maintenir un niveau d'activité physique chez un patient quelconque, que ce soit de la pédiatrie ou de l'adulte. Ça, c'est une première chose. Sur l'alimentation, c'est pareil. On en a parlé sur l'activité des lobbying. Il y a la même chose sur l'activité physique. Je pense que toutes les campagnes, on va dire, les politiques liées à la digitalisation de notre vie quotidienne sont parfois soit des freins ou des leviers à la mise en mouvement des patients. Il y a aussi très clairement une réflexion que vous pouvez avoir en groupe au sein de la CPTS sur les milieux favorables à la pratique d'une activité physique, dans un premier temps, et aussi les comportements sédentaires que l'on adopte en société et pourquoi on le fait. Et dès lors que l'on arrive à essayer de comprendre les milieux de vie dans lesquels nous vivons vous vivez en tant que soignant, mais aussi vos patients, eh bien, c'est de se dire est-ce que j'ai réellement la possibilité d'agir sur ces milieux en tant que soignant. Alors, ça peut être aussi aux abords d'une école, créer, on va dire, des milieux qui sont favorables aux mobilités actives, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible, mais encore que vous n'avez pas la main sur tout, mais je pense que vous avez votre part à jouer là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est, on va dire, mon lieu de soins, est-ce qu'il est accessible à vélo? Est-ce qu'il est accessible à pied? Est-ce que j'ai tout mis sur les places de parking, ou est-ce que j'ai fait en sorte de mettre à disposition d'autres façons de me déplacer pour aller sur un lieu de soins. Tout ça, eh bien, c'est favoriser la pratique d'une activité physique, par exemple. Et puis enfin, ce que l'on a tendance à faire, parce que vous avez, et ce qui est tout à fait logique, c'est dans le système de soins dans lequel nous sommes en France, qui a beaucoup de qualité, eh bien, on souhaite changer les choses, changer le comportement d'une personne vis-à-vis de l'activité physique. Ça fonctionne aussi sur l'alimentation, on va dire tous les déterminants de santé. Et en fait, je ne dirais pas que c'est peine perdue, mais je vous invite à être conscient que ce que vous allez promouvoir, ce que vous allez mettre en place en termes de discours sur l'activité physique, on peut vous accompagner à la Strava Nutrition sur le discours à avoir sur l'activité physique, sur une alimentation saine et durable, eh bien, ça va mettre beaucoup de temps pour que la personne puisse intégrer ces changements et vous n'avez pas toutes les cordes à votre arc pour justement influer sur la pratique d'une activité physique régulière ou à une alimentation saine et durable chez vos patients. En tout cas, vous pouvez avoir le bon discours, le discours qui va vers, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et dites-vous bien que développer les aptitudes personnelles chez vos patients, essayez de faire des ateliers d'éducation thérapeutique, que ce soit sur l'alimentation, sur la dénutrition, sur l'activité physique, eh bien, s'il y a seulement le développement des aptitudes personnelles, mais sans la recherche d'un environnement qui soit favorable à ce que vos patients changent de comportement, modifient certains comportements, eh bien, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Donc, alors mon discours n'est pas alarmiste. J'essaye, au-delà de mes envies et de mes émotions positives sur cette thématique, j'essaye d'être le plus rationnel possible sur la situation actuelle. Et en tout cas, à la Strava Nutrition, on essaye de vous mettre à disposition des ressources, les dernières recommandations et des sensibilisations qui vous permettent, on va dire, de taper au bon endroit, au bon moment,
quand il faut promouvoir l'activité physique, quand il faut parler d'alimentation et quand il faut accompagner un patient sur la dénutrition, par exemple, de la personne âgée. Et c'est de se dire que il y a beaucoup de filières qui existent déjà, mais vous n'avez pas forcément le temps d'aller chercher ces informations parce que vous avez 1000 choses à faire. Et c'est qu'il y a des structures qui vous permettent de vous faciliter la vie, de vous dire « Ah, sur l'activité physique, il y a peut-être une maison sport santé. Elle est dans la salle aujourd'hui. C'est du FOLEP 44 qui peut m'aider à accompagner mes patients sur l'activité physique. Tiens, j'ai quelque chose à faire sur... je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette école, avec ce lieu communautaire, etc. Sur l'alimentation, il y a du pain sur la planche qui peut m'aider sur ce... et qui est aussi dans la salle. C'est de s'appuyer sur réellement des structures qui peuvent vous aider et vous faire gagner un maximum de temps sur ces deux thématiques. Et sur notre site internet, vous retrouverez toutes les filières et on va dire les informations pour dépister, par exemple, la dénutrition, accompagner une personne en situation de surpoids ou d'obésité, comment faire en sorte que mon lieu de soins ne soit pas stigmatisant pour ces personnes-là. Tout cela, ça existe et vous avez la possibilité d'avoir accès à toutes ces informations-là. Ça prendra énormément de temps, on en est conscient, ça ne se fait pas en une fois, mais je pense que vous pouvez être épaulé et ne pas vous sentir complètement très petit face à un problème de santé publique comme l'alimentation ou l'activité physique. J'espère vous avoir donné envie de nous rencontrer. Et peut-être, effectivement, je voudrais rebondir sur le fait qu'effectivement, vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'acteurs autour de vous. Déjà, il y a la CPTS qui est là aujourd'hui pour soutenir des démarches un peu plus collectives et du coup, vous donner un peu plus de poids peut-être pour porter des projets. Et puis après, il y a une constellation d'associations, de structures qui sont là pour soutenir, proposer des outils, des techniques d'animation pour peut-être travailler sur les comportements, mais aussi encourager peut-être des approches plus collectives et communautaires, donc le troisième niveau. Et puis aussi, ces associations, elles ont parfois le pouvoir aussi de transformer un peu les environnements en créant des réseaux d'acteurs un peu plus larges et tout ça. Et après, le dernier niveau qui est vraiment la dimension plus plaidoyer à différentes échelles, qui peut être aussi porté, donc vos retours et vos implications dans des exercices collectifs nourrissent aussi cette constellation d'acteurs qui peut porter aussi des préoccupations de terrain importantes après. Et petit à petit, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais d'essayer de changer un peu les choses. Au niveau des addictions, notamment, il y a plusieurs acteurs en fait, régionaux. Ils sont regroupés au niveau national dans des associations ou des fédérations et ils vont porter du plaidoyer après au niveau national. Enfin, il y a plein de choses qui existent pour fédérer et puis ne pas être seul. Je peux commencer en disant que c'est vrai que je ne l'ai pas dit et j'avais prévu de le dire, alors merci pour la perche tendue, mais en fait, au niveau de la SRAE Addicto, c'est assez nouveau qu'on s'oriente vers vous, vers les professionnels du premier recours. On est une structure d'appui aux professionnels, on ne reçoit pas de patients, donc on travaille beaucoup avec les professionnels de l'Addicto pour essayer de mettre en place des projets communs, voir des outils qui pourraient faciliter la prise en charge, les parcours, etc. Et jusqu'à maintenant, on est une toute petite équipe, donc on travaillait beaucoup avec les professionnels de l'Addicto. Et là, on essaye de plus en plus d'aller vers vous, vers les professionnels du premier recours, pour faire du lien aussi. Et parce que vous outillez, parce que n'empêche que c'est vous qui voyez aussi la plupart des patients en addictologie. Et donc, on est assez preneurs des besoins. On essaie de les identifier, ce que vous auriez besoin, mais nous, on est assez preneurs des retours de la CPTS sur si vous avez des besoins particuliers au niveau de l'addicto. Si on réfléchit, nous, à plusieurs projets, donc ça peut être aussi de donner votre avis. On a une réflexion autour d'une série de webinaires avec des différents partenaires sur des outils qui pourraient vous être utiles pour faciliter le lien avec les acteurs du territoire. Au niveau, nous, on est assez plutôt dans ces attentes-là, de savoir de quoi vous avez besoin, en fait. Je sais pas pour les autres, mais... C'est un peu la même chose à la SRAE Nutrition, c'est l'idée d'avoir vos retours de ce que vous vivez sur le terrain. Et
comment essayer de promouvoir, par exemple, une alimentation saine et durable et l'activité physique sans avoir parfois l'appétence sur la thématique ou l'expertise, mais en disant je suis capable d'en parler 5 minutes avec un patient sans lui dire de bêtises et l'orienter vers les bonnes structures qui, elles, auront le temps de les accompagner. Ça, c'est tout à fait possible de travailler cela avec vous. Justement, on est souvent interpellé par même des services du CHU de Nantes qui nous disent en endocrino, nous on souhaite promouvoir l'activité physique adaptée, des programmes d'APA vers qui on peut s'orienter. On peut orienter les patients. Comment on peut prescrire de l'activité physique adaptée aujourd'hui. Donc ça, on outille les médecins, mais pas que. On essaye aussi de sensibiliser toute l'équipe pluriprofessionnelle qui gravite autour du patient pendant son hospitalisation complète ou son hospitalisation de jour, pour se dire, à un moment, cette équipe de soignantes et de soignants parle d'une même voix, du même sujet, et il n'y a pas deux discours. C'est le même pour tout le monde, et c'est ça qui est intéressant et important pour nous, c'est justement de vous aiguiller et de vous épauler sur ce discours qui, on le sait, vous avez parfois beaucoup de thématiques à aborder, de se dire que vous vous sentez à l'aise sur une. Si on peut vous aider là-dessus, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. On est là pour vous. Et toutes nos interventions sont payées par le contribuable. Donc elles sont faciles à mettre en place pour nous et pour vous. Effectivement, peut-être en reprenant le schéma, alors c'est vrai que Promotion Santé, Pays de la Loire, c'est une association qui propose à la fois un centre de ressources documentaires, un espace où vous pouvez emprunter des outils sur pas mal de thématiques de santé. On propose des missions d'accompagnement, de formation et de l'intervention auprès des publics. Et du coup, dans les missions en gros d'accompagnement, quand on vient soutenir les professionnels, c'est un échange. Je veux dire, la promotion de la santé, vous l'avez vu à travers ce schéma, je vais faire une petite métaphore, mais c'est un sport collectif, si vous voulez. Il faut qu'on joue ensemble. Et si tu l'as dit, il faut pouvoir harmoniser un peu les discours, en tout cas dire la même chose, pas être en contradiction pour les personnes qui vous sollicitent. Et donc nous, on a besoin aussi d'entendre vos préoccupations, ce que vous retenez, ce qui peut vous mettre en difficulté, au contraire, ce qui est plus facile pour vous, ce qui facilite vos travaux avec ces personnes. Donc cet échange, il est hyper important pour nous, pour nourrir aussi et rester au contact, on va dire, des préoccupations du terrain, et donc pouvoir aussi progresser en même temps que vous, quoi. Et donc, en fait, c'est un travail plus collectif, je dirais. Alors, dans le champ de l'éducation thérapeutique, par exemple, souvent, c'est des projets qui vont réunir, qui sont dans des approches pluridisciplinaires. On va essayer de réunir un peu des professionnels de différents horizons sur un projet qui va permettre de soutenir les personnes au développement de compétences d'auto-soin ou d'adaptation, des compétences psychosociales, si vous voulez. En gros, des compétences... comment je vais résumer ça ? En gros, mieux je me connais, mieux je suis capable de faire des choix favorables en matière de santé. Et donc, pour soutenir en fait ces différents projets, il peut y avoir différents aspects qui sont abordés dans un programme d'éducation thérapeutique. Je vais essayer d'être plus clair. Il y a en gros des choses très centrées autour de la pathologie, mais aussi des choses autour du mieux vivre avec sa pathologie. Et donc des approches, par exemple, de sophro, ça peut être intéressant pour découvrir de nouvelles façons de se soulager, de se faire du bien dans des contextes peut-être de stress, des contextes de fatigue importante, etc. Donc il y a de la place pour beaucoup de professionnels en gros dans ces projets de promotion de la santé. Et vous voyez, aménager les environnements, par exemple, c'est aussi peut-être à favoriser l'articulation entre les acteurs d'un territoire pour que les personnes circulent mieux, sachent mieux se repérer aussi dans les différentes offres qui existent sur le territoire. Du coup, moi, encore une fois, je ne prends pas en charge des patients tous les jours, donc je pense que les collègues qui accueillent et qui prennent des personnes en soins, elles pourront mieux vous répondre que moi, mais de ce que je sais, après, en addictologie, on va vraiment travailler une prise en charge globale, mais un peu comme toutes les pathologies, on pourrait le faire, mais donc on va travailler sur... la gestion des émotions, la gestion du stress, comment faire sans produit, sur comment
faire face au craving, donc ce besoin irrépressible de consommer. Donc ça peut être des méthodes, par exemple, vous citez la sophrologie, qui peuvent aider dans ces cas-là. Et je sais que des collègues, les collègues sur le terrain, ils peuvent utiliser ce type de méthode ou travailler avec ces professionnels-là. Et nous, après, au niveau de la SRAE, quand on va plutôt travailler, par exemple, des protocoles de parcours ou de prise en charge. Là, on va vraiment s'appuyer sur tout ce qui va être recommandation officielle scientifique, donc ce qui va être recommandé par la Haute Autorité de Santé, par exemple, ou par la littérature scientifique. Donc, quand c'est recommandé, on va aussi suivre ce mouvement-là. Et on ne va pas forcément le promouvoir si ce n'est pas validé scientifiquement. Donc, on est assez attaché à ça. Et pareil, quand on va travailler des annuaires, par exemple, on va vraiment essayer d'être le plus sécurisant aussi pour la personne, où on peut travailler avec des psychothérapeutes, par exemple, mais répertorier dans des annuaires des psychothérapeutes, mais en étant sûr qu'ils vont adhérer à des chartes, par exemple, de prise en charge qui ne vont pas promouvoir des dérives sectaires, par exemple, ou ce genre de choses. Donc on est assez attentif à ça aussi pour garantir la sécurité des personnes qui sont souvent vulnérables aussi. Voilà, je pense que... Après, vous pourrez demander aux collègues sur le terrain, je pense qu'ils pourront vous répondre plus concrètement sur comment ils travaillent avec ce type de professionnels. Peut-être dans le champ de l'ETP, il y a une expérience en cours qui devrait être menée en Vendée et qui existe déjà dans le Morbihan, qui me fait un peu rêver, je vous le cache pas. C'est des cours de surf qui viennent en fait qui sont proposés aux patients pour à la fois avoir une activité physique, mais aussi travailler sur le bien-être et un peu plus de sérénité autour de la pathologie. Donc ça associe bien sûr des moniteurs de surf, des professionnels du surf, on va dire, et des professionnels de la santé. Donc peut-être que si parmi vous certains ont envie d'avoir des expériences un peu de surf, vous pouvez vous rapprocher de ce type de programme pour accompagner vos patients. Et c'est des activités un peu nouvelles qui émergent, si vous voulez, mais qui ont des bénéfices pour les personnes. Encore une fois, l'idée, elle est de donner plus de pouvoir aux personnes, d'agir, de trouver de nouvelles ressources pour faire face aux difficultés de leur quotidien. Et donc, il y a plein de choses à apprendre, voilà, avec, encore une fois, un peu de contrôle, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit non plus n'importe quoi, mais voilà. Sur la prescription d'activité physique, vous avez un site internet qui s'appelle onyva-paysdelaloire.fr. Donc vous avez une cartographie de toute l'offre d'activité physique ou sportive qui est adaptée aux personnes qui vivent avec une maladie chronique en Pays de la Loire. Ça fonctionne avec le code postal de votre patient. Et c'est aussi simple que réserver ses vacances sur Booking ou Airbnb. C'est la même cartographie, on va dire, le même fonctionnement. Et vous pouvez nous retrouver sur ce site-là. Vous avez nos contacts sur ce site-là pour organiser des temps de sensibilisation entre confrères ou consoeurs, justement pour être un petit peu plus aiguillé, conseillé sur le discours à avoir autour de l'activité physique quand on accompagne une personne qui a une maladie chronique. Sur l'alimentation, on a... sur le site de la SRAE Nutrition, on a un outil qui s'appelle Cartonut, où ça, c'est le référencement là de tous les professionnels de l'alimentation qui peuvent accompagner des personnes en situation de surpoids ou d'obésité, pédiatrique ou adultes. Alors après, c'est une liste, c'est tout le temps, on va dire, en mouvement en fonction des professionnels. Et là aussi, vous pouvez retrouver toutes les ressources en lien et toutes les filières qui existent déjà et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour orienter vos patients. C'est ça qui est peut-être un peu parfois méconnu des professionnels de santé qui, voilà, vous êtes dans vos exercices de tous les jours et il y a forcément une filière sur une pathologie, mais elle n'est pas forcément mise en valeur par les structures assez bien mise en valeur par les structures. Donc sur l'alimentation, vous avez ces filières-là sur le site internet, en plus des recommandations et autres. Pour la SRAE Nutrition, c'est comme ça que ça fonctionne. Et téléphone si vraiment vous n'avez pas envie d'écrire un mail. Ça fonctionne très bien. Et pour la SRAE Addictologie, c'est un peu le même principe. Enfin, je vous invite déjà à aller regarder
du site internet, il y a vraiment pas mal d'outils en libre accès, téléchargeables. Et on a fait, dans l'idée, pareil, de s'approcher, de vous faciliter la vie au niveau du premier recours, on a commencé à faire une boîte à outils spéciale premier recours. Donc qui référence les outils qui pourraient vous être facilitants dans les prises en charge, de tous les tests de repérage, par exemple, en addictologie, les aides à la prescription, comment faire des sevrages en ambulatoire alcool, par exemple. On a un annuaire de professionnels. Et peut-être que ça peut être utile aussi parce que si vous ne savez pas, vous allez découvrir qu'en Addicto, il y a plein de structures différentes, il y a plein de dispositifs qui existent. Et l'idée, c'est de s'y retrouver un peu là-dedans, dans qui fait quoi et qui je peux solliciter. Donc ça peut être aidant. Et si vous n'y retrouvez pas, vous pouvez nous contacter, nous appeler. On vous met en lien avec les collègues du territoire. Sinon, vous pouvez aussi regarder... nous, on a des offres de formation, mais tous les collègues sur le territoire ont aussi des offres de formation, que ce soit les APSIAD ou Addiction France. Donc en général, on bascule plutôt vers le territoire. Et puis nous, on est en complémentarité si besoin. Donc voilà, il y a des formations RPI, repérage précoce, intervention brève, entretien motivationnel, qui existent. Et puis après, sinon, suivant la demande spécifique, ça dépend de la demande en fait. Si c'est travailler sur de la prévention vraiment primaire, là, il y a des acteurs qui sont plus ciblés dessus. Par exemple, Addiction France, ils peuvent vous accompagner sur un projet, mais elle en parlera mieux que moi aussi, sur un projet de prévention primaire. Si c'est vraiment travailler sur les parcours, là, vous pouvez nous contacter directement sur... on peut aussi vous faire part d'expériences qui ont été faites dans d'autres CPTS, des modalités d'exercices coordonnés, par exemple, de consultation avancée, de microstructures, des choses qui existent sur d'autres territoires pour faciliter l'accès aux soins. Ça peut être, si c'est pour travailler sur tous des projets de paire et danse, vous pouvez nous contacter aussi. En fait, on a le contact assez facile, c'est juste que on est étroit. Alors, on ne peut pas tout le temps aller sur place sur chaque demande individuelle. Donc, il faut que ce soit on peut toujours discuter au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais ça dépend de la demande. Un truc un peu construit, on peut réfléchir ensemble à ce qui peut se faire. Voilà, on est encore, nous, en balbutiement, donc c'est encore assez libre. Donc, par mail ou téléphone, si ça marche bien aussi. Sinon. Et alors Promotion Santé, pareil, on a un site internet, il y a un portail documentaire en ligne qui permet aussi de voir un peu tout un tas de sélections, on va dire, et d'outils et de littérature qui existent sur des grandes thématiques de santé. Il y a un site qui est dédié aux professionnels du premier recours qui s'appelle Prévenclic, qui peut être intéressant aussi. Vous trouverez des éléments pour vous aider dans le cadre des consultations. Et je vous dirais peut-être le premier interlocuteur, c'est la CPTS. C'est encore une fois... essayez de viser l'exercice collectif et appuyez-vous sur ces structures qui émergent aujourd'hui à différentes échelles, à l'échelle des territoires et les CPTS. Il y a, au niveau départemental, il y a le DAC, par exemple, qui est ici, qui est présent, qui peut accompagner sur des projets d'éducation thérapeutique. Il y a des SRAE, donc plutôt à l'échelle régionale aussi. Vraiment, il y a beaucoup de monde, mais je pense commencer par votre interlocuteur privilégié qui pourra vous aiguiller après peut-être vers les acteurs... Voilà. Et puis surtout qui vous aidera peut-être à identifier aussi d'autres professionnels sur votre territoire qui pourraient être motivés par un projet que vous aimeriez porter et soutenir cette démarche. Et pour nous, après acteurs, c'est vrai que ça dépend peut-être des structures, mais dans l'accompagnement des professionnels, c'est plus facile pour nous d'intervenir auprès d'une équipe de professionnels, un collectif de professionnels qu'auprès d'un seul professionnel. Oui, c'est sûr. Ce sera plus facile. C'est une économie de temps, d'énergie aussi pour tout le monde. Et puis ça vient créer autre chose un petit peu aussi quand on est à plusieurs, quoi. On vous rencontre sur des moments où vous êtes déjà en réunion. On ne recrée pas une réunion pour vous charger vos calendriers, mais c'est vraiment, on vient à un moment où vous êtes ensemble et vous discutez d'autres choses. Ça nous permet, nous, sur l'alimentation et l'activité physique, de sensibiliser ceux qui ne seraient pas venus parce qu'ils n'ont pas forcément l'appétence de la thématique. On adore ça. Aller toucher ceux qui n'avaient pas forcément envie de nous voir, c'est très intéressant pour nous de comprendre les réalités de ceux qui entendent beaucoup de choses mais qui n'ont pas forcément les codes pour pouvoir répondre à tous leurs patients. Et sur le stand de la SRAE Nutrition, vous verrez, il y a
Il y a des formulaires, alors il est aussi sur le stand de la Maison Sport Santé de l'UFOLEP 44, mais il y a des formulaires d'orientation, de prescription d'activité physique, où il y a juste des cases à cocher. Ça se remplit aussi rapidement qu'une feuille de soins. Et ça vous permet aussi de vous dire que finalement, prescrire quelque chose ou orienter mon patient vers plus d'activité physique, pas forcément besoin d'avoir fait un DU médecine du sport pour me sentir compétent. On a essayé de développer beaucoup d'outils où l'idée c'est de vous dire que vous avez beaucoup de cartes en main déjà pour agir à votre échelle. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vais juste vous donner un petit dernier mot, et ça fait lien du coup avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, à la CPTS, on a donc des groupes de travail pour essayer de monter des nouveaux projets. Là, sur le premier trimestre de l'année 2025, justement, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre en place sur l'année 2025-2026. Donc, pour ceux qui participent à ces groupes de travail, ou ceux qui ont envie de participer à ces groupes de travail, n'hésitez pas ce soir, lors des échanges que vous allez avoir avec toutes les structures qui sont invitées, à essayer de trouver, chercher la formation, des actions qui potentiellement pourraient vous intéresser, mais que vous ne vous sentez pas forcément de monter tout seul, mais par contre que nous, on peut monter en groupe, en collectif, au sein de la CPTS. Donc c'est aussi un petit peu le but de cette soirée, c'est de pouvoir vous ouvrir un peu le champ des perspectives et de vous dire que ce sera possible de le faire tous ensemble. Et dernière petite chose également, moi je vous invite tous et toutes à vous renseigner sur les différentes formations que proposent nos partenaires ce soir. Et si celle-ci vous intéresse, à revenir vers moi pour me dire, voilà, j'aimerais faire cette formation. Et comme ça, nous, on pourra voir ce qu'il est possible ou pas de faire et de financer. En tout cas, pour cette année, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous souhaitez suivre une formation sur le repérage précoce et l'intervention brève et sur l'entretien motivationnel, c'est des formations que la CPTS peut prendre en charge. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, à vous de voir après avec quelle structure vous souhaitez vous engager. Voilà. Merci encore, vraiment merci beaucoup. Merci. Et voilà, la soirée est à vous pour continuer vos échanges. Merci beaucoup.